Salut toi, c'est Maël. Salut, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis au top du naturel, pas rasé, limite coiffé. Je viens juste de rentrer du boulot. Il est 7h30 du matin. Parce que je suis veilleur de nuit, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais voilà. Du coup, je travaille de nuit et je viens juste de rentrer du boulot. Hop, là, j'ai été motivé à tourner une vidéo. C'est un update lecture. Franchement, en ce moment, j'ai un rythme incroyable et je suis trop content parce que je fais de très bonnes découvertes. Bon, il y a une petite déception dans cette sélection, mais sinon, il n'y a que des très bonnes lectures et je vais essayer de t'en parler au mieux dans cette vidéo. J'ai envie de commencer par ma plus belle surprise de cette update lecture que en fait tout le monde connaît, Illusion perdue de Balzac. Je l'ai enfin fini après avoir regardé le film que j'ai beaucoup aimé, mais en fait qui n'était pas si fidèle que ça au livre finalement. Alors c'était bien parce que à certains passages je me rappelais les scènes de film et du coup ça m'aidait à visualiser les scènes du livre. Mais alors par contre c'est vrai que le réalisateur du film s'est permis quand même de choses qui ne sont pas dans le livre. Il s'est permis aussi de simplifier quelquefois alors que dans le livre ça prend des détours. Balzac n'hésite vraiment pas à accentuer des descriptions, à en ajouter encore et encore, quitte à ce que ça soit lourd parfois. Mais il faut pas oublier que les écrivains à cette époque étaient payés aussi en ligne, à écrire en ligne. C'était vraiment ce phénomène de roman feuilleton et on retrouve ça dans l'écriture de Balzac, je trouve. C'est-à-dire que bah, des fois, ouais, il y a des détails. On est là, oui, d'accord, mais ça n'a pas trop d'utilité, quoi. Hormis ça, ça a été une très bonne découverte. Franchement, Illusion perdue de Balzac, j'ai adoré. J'ai adoré suivre les aventures de Lucien de Rubempré. Voilà, dans ce livre, on va suivre Lucien de Rubempré, qui est un jeune poète qui a une liaison avec une femme aristocrate, enfin issue de la bourgeoisie, contrairement à lui qui est plutôt issu d'un milieu modeste. Cette femme va le pousser, alors ça se passe à Angoulême au début du livre, cette femme qui s'appelle Louise va le pousser à faire des représentations poétiques au sein de son salon. Et du coup, elle va essayer vraiment de le pousser en tant que poète vers ce chemin-là. Sauf que leurs liaisons vont être mis à l'ordre du jour et que pour éviter un scandale ou une polémique, Louise est obligée de partir à Paris chez sa cousine, sauf que bah Lucien va la suivre aussi à Paris parce que bah Paris c'est un tremplin et que dans la tête de Lucien, Paris c'est vraiment la ville de tous les grands écrivains et il croit vraiment qu'il va réussir à Paris en tant que poète. Quand il va arriver là-bas, il va se rendre compte tout de suite à quel point il s'est fait des tonnes et des tonnes d'illusions, d'où le titre Les illusions perdues, parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, dans ce milieu artistique de Paris, dans ce milieu culturel, tout n'est guidé que par les intérêts financiers, que par l'argent, que par les intérêts d'ego, que par l'influence. Si au début il va voir ça d'un mauvais œil, parce que Louise du coup va le quitter, Lucien de Rubempré, c'est pas son véritable nom, c'est le nom du côté de sa mère et pas du côté de son père. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que bah, il va être un petit peu éjecté de ce milieu-là et qu'il va se retrouver pauvre à Paris. Voilà, il va déprimer, etc. Il va réussir à faire la rencontre d'Eugène, un journaliste qui est payé pour ses articles, qui est surtout payé pour faire la pluie et le beau temps au sein du milieu culturel, au sein du milieu littéraire, artistique, théâtral. C'est-à-dire qu'il est payé à faire soit des bonnes ou des mauvaises critiques dans son journal. Et du coup, c'est un tout petit peu l'argent facile et c'est une critique que pose Balzac sur l'influence des journalistes, des critiques littéraires, des critiques tout court, voilà, dans ce milieu-là, à cette époque-là. Et en fait, c'est assez actuel, je trouve, comme roman, et c'est ça qui est assez épatant, c'est que c'est hyper actuel.
toute cette critique-là, on pourrait aujourd'hui la transposer de nos jours dans le cadre de l'influence de nos jours. C'est aussi un livre qui parle de l'émergence de la publicité comme on la connaît aujourd'hui, en plus de l'émergence de l'imprimerie, de l'émergence des journaux. Il montre aussi à quel point en fait le milieu littéraire aussi est un milieu qui est comment dire ça, qui est enfermant aussi également, mais qui a beaucoup d'emprise sur le monde. Et on va suivre du coup l'arrivée de Lucien dans ce monde-là, à quel point il va réussir à s'intégrer à ce monde, alors que pourtant c'est un monde ouais, c'est un monde de bassesse, un monde de vanité. Et en fait, Lucien de Rubempré va devenir vaniteux lui aussi. Et il va se laisser séduire par ce monde-là. Et c'est un tout petit peu se mettre dans la gueule du loup. Parce que ce monde-là va se retourner contre lui. Dès l'instant où il va commencer à affaiblir. Dès l'instant où il va commencer à se faire des ennemis. Et il va se faire dévorer aussi par ce monde. Et du coup, on va suivre son ascension et son déclin fulgurant. C'est à la fois hyper fascinant, du coup, à suivre. Et en même temps, c'est tellement fulgurant que c'est à la fois fascinant, mais que c'est à la fois morbide aussi. Et du coup, on va suivre tout ça en 3 parties. La première partie, c'est à Angoulême. La deuxième partie, c'est la partie la plus intéressante parce que ça se passe du coup à Paris et qu'on suit vraiment l'ascension et le déclin de Lucien. Et dans la troisième partie, Lucien revient à Angoulême et on va suivre encore d'autres choses aussi. On va suivre aussi les tribulations de son meilleur ami de David Séchard, l'imprimeur, parce qu'au début, Lucien travaille dans une imprimerie. Et du coup, on va suivre aussi tout l'aspect financier qu'il y a autour de ça. C'est pas la partie que j'ai trouvée la plus intéressante parce que c'est la partie peut-être la plus technique. Et ouais, j'ai quand même vers la fin un tout petit peu sauté des passages. Enfin, j'ai lu en diagonale parce qu'il y a des détails financiers qui sont pas hyper intéressants. Voilà. Mais franchement, la deuxième partie, elle est génialissime. C'est vraiment la meilleure partie. Et ça m'a réconcilié aussi avec Balzac, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Balzac, il a aussi l'art d'écrire des portraits qui sont envoûtants, qui sont réalistes à la fois, mais qui, je sais pas, qui sont hyper captivants. Et on s'imagine très bien les portraits de chaque personnage. Franchement, ça j'ai adoré, ça a été un délice à lire. Après, voilà, moi je suis plutôt du genre à bien aimer les descriptions plus que les dialogues. Et c'est vrai que là, niveau description, on est servi. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans la plume de Balzac. Donc franchement, j'ai été agréablement surpris parce que je pensais que ça allait être dur à lire. Alors il faut s'accrocher dès le début. Mais arriver vraiment à la deuxième partie, alors là, je trouve que ça va tout seul. Et il se passe tellement de choses. On est vraiment dans un monde, dans un milieu où il y a des négociations en permanence, où il y a de l'hypocrisie, où il y a des dramas en permanence, où chacun y va de ses pronostics, chacun y va de sa petite manipulation. Franchement, c'était vraiment bien, une bonne lecture. Je passe maintenant à un graphique, à un manga, pas n'importe quel manga, puisque c'est un manga d'horreur, c'est Junji Ito avec Tomie, publié aux éditions Mangetsu. Donc là, c'est l'intégrale qui a été rééditée par Mangetsu. Ah là là, quel livre d'horreur aussi. J'ai beaucoup aimé. Même si c'est parfois un tout petit peu redondant, c'est Junji Ito. Et j'adore en fait l'ambiance qu'installe à chaque fois Junji Ito dans ses mangas d'horreur, parce que c'est pas de l'horreur. Bon, il y a du gore dedans, il y a des trucs dégoûtants, mais c'est pas de l'horreur dans ce sens-là, c'est pas de l'horreur gore en permanence où il y a du sang tout le temps, c'est de l'horreur psychologique. C'est de l'horreur qui te met mal à l'aise plus qu'autre chose, plus qui te fait peur. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est ce genre d'horreur-là que moi, personnellement, j'aime parce que ça te fait réagir et que tu le sens au plus profond de ton corps même, tu le sens dans tout ton corps, t'as des frissons, t'as des mouvements de dégoût, enfin,
Voilà, moi c'est ça que j'aime bien. On va suivre la figure horrifique de Tomie, qui est une figure assez sensationnelle. En fait, Junji Ito a créé Tomie, ça a été sa première histoire à être publiée, et ça a été publié dans les années 80. Et il a poursuivi jusque dans les années 2000 en faisant à chaque fois des sortes de petites scénettes, de petits récits, histoires courtes autour de la figure horrifique de Tomie. Tomie, c'est une jeune fille qui a été tuée par ses camarades de classe et qui en fait se retrouve, se réveille. En fait, elle n'est pas morte en fait, elle est jamais morte, elle ne peut pas mourir. Malgré tout, elle a quand même cette espèce de fascination envers surtout les hommes qui font que les hommes la tuent à chaque fois, enfin franchement la déchiquette, la torture, mais en fait elle revit. Elle revit et pire que ça, c'est un petit peu comme un ver de terre à qui on coupe la queue se reforme et forme un deuxième ver de terre, et ben là c'est le cas, c'est-à-dire que Tomie, on a beau lui couper les membres, lui couper les bras, lui couper les jambes, la tête, elle finira toujours par se reconstruire ailleurs et par reformer une deuxième Tomie, puis après une troisième, une quatrième, une cinquième, et au final, dans ce manga-là, on ne sait jamais à quelle Tomie on a affaire. Est-ce que c'est la première Tomie ou est-ce que c'est une de ses autres clones, ou enfin, on ne sait jamais. Et c'est ça qui est à la fois hyper flippant, hyper malaisant et hyper envoûtant et fascinant. Et je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Junji Ito, encore une fois. C'est hyper intéressant et captivant. Donc voilà, donc on va suivre différentes histoires courtes qui parfois se rejoignent, parfois non, avec différents personnages qui s'alternent au fur et à mesure. Des personnages qui réapparaissent dans d'autres histoires, qui disparaissent. Voilà, on va suivre différentes histoires avec différents protagonistes qui vont tous faire la rencontre de Tomie, être envoûtés par elle et être hantés aussi par elle surtout. Et voilà, le trait de Junji Ito au début, il est assez maladroit parce que c'est vraiment sa première histoire courte. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'on suit l'évolution de son trait au fur et à mesure. Et ça aussi, c'était vraiment très cool à voir, très intéressant à voir aussi. Et on sent à quel point c'est une histoire qui lui est chère. Et voilà, donc on trouve aussi plusieurs thématiques, plusieurs personnages récurrents dans l'œuvre de Junji Ito, notamment le personnage du médecin un peu fou, le personnage de la fille un peu innocente qui finalement n'est pas si innocente que ça. C'est tout un discours aussi autour de la beauté, autour de la jeunesse. Voilà, on va suivre les obsessions malsaines aussi de plusieurs personnages autour de la mort, autour de la réincarnation aussi. Et voilà, autour de plein de thématiques comme ça, de sujets comme ça. Et c'était vraiment captivant. Je vais essayer de te montrer voilà, bon ça c'est bien, c'est parfait. Pour te montrer un petit peu les planches, le trait. Voilà, mais bon par contre, voilà, lecteur sensible s'abstenir, lecteur très sensible s'abstenir, parce qu'il y a des détails, parce que comme je te disais, c'est parfois sanglant, parfois gore, et que franchement, il y a plusieurs détails. Et oh, j'ai tombé sur un truc, ça c'était assez malaisant, c'est vrai. Non, franchement, lisez-le. Lisez cette histoire si vous adorez l'horreur, vous allez être servi. Je vais passer au deuxième roman que j'ai lu et qui n'est pas des moindres puisque c'est ma première lecture du Cold Winter Challenge. Et oui, déjà, je suis trop content. Ça commence bien pour moi. Je fais un très bon départ pour le moment pour le Cold Winter Challenge. Sauf que ça a été une petite déception. J'ai un avis plutôt mitigé sur ce livre, c'est Récit ultime de Olga Tokarczuk, publié aux éditions Livres de Poche. Olga Tokarczuk a reçu le prix Nobel de littérature, il me semble que c'était en 2018. Et c'est une autrice polonaise, assez connue d'ailleurs en Pologne. Dans ce livre-là, on va suivre en fait 3 récits de 3 femmes différentes qui sont de la même famille. On va d'abord suivre
la mère, puis ensuite la grand-mère et enfin la fille, dans 3 récits différents. Ce qui rejoignent ces 3 récits, en plus du lien de parenté, du lien familial, c'est que ces 3 femmes sont confrontées à un moment donné, de près ou de loin, à la mort, au décès de quelqu'un, à la mort tout court. Du coup, on va suivre un tout petit peu leurs pensées autour de ça, leurs pensées morbides, leurs obsessions, leurs craintes, leurs peurs. On va aussi suivre un tout petit peu, il y a toute une thématique aussi du corps féminin, du corps qui se meurt, de l'aspect charnel aussi de tout ça. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais ce qui m'a dérangé dans ce livre, alors que c'est une thématique que j'aime bien, que je trouve assez intéressante, on parle jamais assez du rapport des femmes vis-à-vis de la mort et aussi vis-à-vis de la solitude. On suit des femmes seules dans ce livre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais voilà, le gros bémol, ce qui a fait que j'ai pas réussi à rentrer véritablement dedans comme je l'aurais voulu, c'est que l'écriture, je trouve que c'est une écriture qui est très froide, très distante. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste le style de l'autrice qui fait ça. Je sais pas si c'est fait exprès par rapport à la thématique, parce que c'est vrai que ces femmes vis-à-vis de la mort n'ont pas du tout le même rapport. On va suivre tantôt une femme qui a un rapport très distant vis-à-vis de la mort, une autre qui a très peur de ça, et une autre qui est beaucoup plus sereine, entre guillemets, vis-à-vis de ça, qui le prend vraiment comme quelque chose de la vie, comme quelque chose qui doit forcément arriver. Et voilà, donc il y a différents rapports vis-à-vis de la mort. Donc je sais pas du tout si cette écriture distante est fait exprès ou pas, mais moi ça m'a posé problème dans le sens où j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à être impliqué dans ma lecture, à être impliqué dans ce que je lisais, dans les histoires que je lisais. Je trouvais que parfois ça avait pas de sens, que ça avait pas trop d'utilité entre guillemets, mais que ça je voyais pas trop où voulait en venir en fait Olga Tokarczuk. Pourquoi est-ce qu'elle nous montrait ces portraits de femmes, ces vies de femmes, ces fragments de vie, parce qu'en fait on les suit à un moment de leur vie, à un moment précis de leur vie, mais il se passe pas grand chose à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup d'action. On est vraiment dans la psychologie de chaque personnage et ça joue vraiment sur l'ambiance et sur que sur la psychologie de ces personnages. Alors l'ambiance c'est quand même aussi très bizarre. Ça se passe dans le froid, hein, ça se passe en hiver. Donc il y a aussi cette espèce d'ambiance un tout petit peu noire, un tout petit peu sombre, très grise, un peu figée. Et c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu de chaleur dans ce livre, dans le style. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé le deuxième récit qui est le récit de la grand-mère. Je pense que c'est le récit qui m'a le plus touché et où j'ai réussi vraiment à rentrer dedans. Mais après, les autres récits, j'ai eu beaucoup plus de mal et j'en suis ressorti vraiment assez mitigé. C'est tout ce que je peux dire finalement de ce livre-là. Ce livre-là a quand même le mérite d'écrire sur un tabou, d'écrire sur quelque chose qu'on voit pas forcément dans la littérature. C'est que Olga Tokarczuk écrive véritablement sur le corps des femmes sans filtre, de manière complètement charnelle, de manière peut-être chirurgicale parfois. Elle y va de manière vraiment très très frontale, très brutale par moments. Et c'est vrai que je trouvais que parfois c'était d'ailleurs assez trivial. Je sais pas comment trop expliquer ça, mais pas vulgaire, mais très brute, très brute. Elle vient casser cette poésie. Et puis aussi, ce qui m'a dérangé, c'est que je trouve qu'elle va pas au bout de ses images, qu'elle va pas au bout de ses métaphores, et qu'il y a toujours une espèce de crainte d'aller jusqu'au bout. Je sais pas trop comment dire ça, mais j'ai eu cette sensation-là, cette impression-là quand je lisais toutes ces images qu'elle invoque et tout ça, je trouvais que c'était pas... Ouais, ça allait pas jusqu'au bout. Elle aurait pu y aller encore plus fort. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est que ce sont des images très morbides qui ne veulent juste être que morbides.
Et il n'y a pas quelque chose de plus, il n'y a pas quelque chose qui vient aller au-delà de ça. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, je suis désolé, mais voilà, j'espère que tu l'auras compris un tout petit peu. Mais voilà, en gros, j'ai été vraiment assez mitigé par rapport à ce livre-là. Il m'a manqué beaucoup de choses. Et c'est surtout sur le style qui m'a manqué beaucoup de choses. Mais je suis quand même assez intéressé par ce qu'elle a écrit d'autre. Peut-être que c'est juste dans ce roman-là, donc j'aimerais bien essayer à un autre moment plus tard, hein, peut-être pas cette année, mais à un autre moment, oui, j'aimerais bien réessayer de lire cette autrice parce que ça m'intéresse et que franchement, cette thématique du corps et cette thématique de la solitude, tout ça, je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Et enfin, j'ai lu 2 volumes d'un classique du manga également, un classique de la SF, c'est Destination Terra. Alors c'est publié aux éditions Naban. Voilà, pour le moment il y a 2 volumes, mais c'est une série qui va se terminer en 3 volumes. C'est une série assez originale pour son époque, ça c'est vrai, ça c'est sûr et certain. Il y a une manière de narrer qui est encore aujourd'hui assez originale et qui est quand même précurseur de beaucoup de choses de ce qu'on connaît aussi aujourd'hui. Il y a une certaine complexité dans la narration que j'ai beaucoup aimé. Et une certaine complexité aussi au niveau des personnages, au niveau de la psychologie des personnages. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Alors, dans Destination Terra, on va suivre. Comment expliquer ça? Ça se passe dans un futur lointain. On va suivre un tout petit peu 2 clans qui se forment parmi les humains. Et il y a d'un côté les humains, comme toi et moi, et de l'autre ce qu'on appelle les Mew, qui possèdent un pouvoir, c'est le pouvoir de lire dans les pensées des autres personnes. Et il se trouve que dans cette nouvelle société, cette société futuriste qui se passe sur une autre planète, c'est une société qui est régie par une règle qui détermine toute la vie des êtres humains, des êtres voilà, de cette société futuriste. Chaque enfant, adolescent est obligé de passer à un moment donné une épreuve. Est-ce que ce sont des humains ou pas? Et si ce sont des Mew, si ils ont des pouvoirs sensibles, s'ils ont le pouvoir de lire dans les esprits d'autres personnes, ils se font tuer ou alors éjecter ou alors ils doivent s'enfuir. Et du coup, voilà, on va suivre toute cette population de Mew qui s'est retrouvée éjectée de la vie humaine et qui doivent errer dans l'espace en attendant de trouver une planète. Il y a une espèce d'espoir, c'est de rejoindre la planète Terra, donc la Terre. Et en gros, dans cette planète Terra, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a cet examen qui est passé. Et quand tu passes cet examen-là, tu es exilé sur la planète Terra. Voilà. Alors c'est assez complexe, hein, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à résumer cette histoire, parce que c'est assez complexe, un tout petit peu tiré par les cheveux, je trouvais par moments, mais en même temps, c'est une histoire remplie d'aventures, et franchement, les personnages sont intenses, et il faut lire ce manga pour les personnages, et aussi ce que j'ai adoré. Alors, je pense que là, c'est purement subjectif, mais moi, j'adore ce style de dessin des années 70-80. J'aime énormément ce style de dessin. Et j'ai trouvé franchement que la construction des planches était sublime, magnifique. J'ai presque envie d'imprimer les planches et de les afficher sur mes murs dans ma chambre parce que franchement j'ai trouvé mais sublime. Et voilà, c'est un tout petit peu dur à résumer, mais franchement je t'invite à découvrir cette histoire, à découvrir par toi-même. Ça vaudra tous les résumés du monde. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça parle d'humains normaux qui persécutent des humains avec des pouvoirs et que dans ce monde futuriste, il y a des règles imposées par des machines et que c'est toute une histoire aussi qui traite encore une fois de ce que c'est que l'humanité, qui traite du rapport de l'humain aux machines, mais qui traite aussi de la colonisation,
de l'écologie aussi, et comment faire société. Il y a quand même une part politique aussi dans cette science-fiction, et j'ai beaucoup aimé ça aussi également. On a enfin la chance de pouvoir le lire parce que Keiko Takemiya, donc l'autrice de ce manga, c'était une grande autrice, une grande mangaka dans les années 70-80 qui est un petit peu considérée comme la précurseur du shoujo tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui surtout a été la première à mélanger les genres, à ne pas seulement parler que d'histoires romantiques, de comédies romantiques qui se passent au lycée avec des lycéennes. Voilà, là elle mélange de la science-fiction avec ça, avec une certaine romance, et en même temps elle crée aussi toute une ambiguïté autour du genre de ses personnages, de la sexualité de ses personnages, et c'est aussi la précurseur de du manga Boys Love aussi tel qu'on le connaît aujourd'hui. En plus, ça finit en 3 tomes, donc là tu te lances pas du tout dans une grosse saga, au contraire, et en même temps il se passe énormément de choses déjà dans ces 2 premiers tomes. Et j'ai très hâte du coup de savoir la fin de cette histoire. Voilà pour cette update lecture. Dis-moi en commentaire si tu as déjà lu les livres dont je t'ai parlé et quelle est ta lecture du moment. Voilà, n'hésite pas à le dire en commentaire et à réagir du coup à cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre aussi en commentaire, de vous lire. Franchement, j'adore. J'adore faire ça, et c'est pour ça que je recommence les vidéos et que je refais les vidéos. Voilà, j'adore échanger avec vous comme ça. Voilà, sur ce, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, ciao ciao.